À la une de l'actualité, dans son discours tenu le 2 juin dernier, l'opposant Martin Fayoulou avait annoncé de rencontrer le président Félix Tshisekedi. Aussitôt, la présidence de la République avait réagi positivement. Et c'est jeudi, selon une vidéo publiée par la porte-parole du chef, Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou se sont rencontrés au Palais de la Nation. Jusque-là, aucune information n'a filtré. Au cours d'une cérémonie organisée ce jeudi, la République démocratique du Congo a lancé officiellement le nouveau passeport biométrique. Le prix de ces documents est fixé à $75, tel que recommandé par le président Félix Tshisekedi lors du Conseil des ministres du 11 avril 2025. Le professeur et docteur à thèse des universités et instituts supérieurs ont été en sit-in ce jeudi pour exiger le paiement des arriérés et la mécanisation de nouveaux docteurs à thèse. Voilà tout pour le titre. Je vous retrouve tout à l'heure pour le développement. Nouvelle édition d'information sur Boussole TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le président de la République, Félix Tshisekedi, reçoit en ce moment au Palais de la Nation l'opposant Martin Fayoulou. Cette rencontre fait suite à la demande du leader du parti politique SID et se déroule dans une atmosphère conviviale en vue de la cohésion nationale. Une précision faite par la porte-parole du chef de l'État, Madame Tina Salama, dans une vidéo publiée sur son compte X. Il faut bien le noter. Jusqu'à présent, aucune autre communication n'est encore connue. En rappel, ce vœu de Martin Fayoulou a été rendu public lors de son discours tenu le 2 juin dernier. Dans son oral, le leader de l'SID avait interpellé Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi face à la situation qui sévit dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Et à seulement $75, les citoyens congolais peuvent désormais obtenir leur nouveau passeport biométrique. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a lancé ce jeudi 5 juin l'opération de délivrance de ce nouveau document de voyage au centre de capture des Lina dans l'enceinte du centre culturel de Kinshasa. Cette initiative du gouvernement vient répondre à une grande préoccupation sociale de fournir à la population un document de circulation sécurisé et conforme aux standards internationaux. Suivez. C'est un pas de plus vers la modernisation des services publics en République démocratique du Congo. Loin d'être un slogan ou une utopie, les citoyens congolais peuvent désormais obtenir leur nouveau passeport biométrique congolais. La cérémonie officielle s'est déroulée avec succès dans la capitale Kinshasa pour garantir la sécurité, la fiabilité et l'innovation au service des citoyens. Le chef de l'État a personnellement marqué sa présence à cette cérémonie officielle et a lancé cette opération tant attendue par plus d'un Congolais. Dans la salle de capture, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu des explications claires et nettes sur cette opération de la part de la patronne de la diplomatie congolaise, Thérèse Kayikwamba-Wagner, ainsi que du chef du centre des Lina avant de recevoir son nouveau passeport biométrique. Excellence, c'est le président de la République, il y a le passeport, on ne parle pas beaucoup de temps. C'est le processus qu'on doit respecter parce que c'est un film. La RDC franchit un pas décisif en intégrant des technologies avancées de sécurisation dans ce nouveau passeport qui répond aux exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale, garantissant ainsi une meilleure reconnaissance aux frontières et une fiabilité accrue. À coût réduit de $75, les citoyens congolais peuvent obtenir ces nouveaux passeports pour une durée de 5 ans via le guichet de la banque Equity BCDC ou en ligne sur le site officiel www.passeport.gouv.cd. Il convient de noter que 2 centres de capture sont en cours d'installation dans le chef-lieu de 26 provinces. À Kinshasa, ils sont répartis dans les 4 districts afin de garantir un accès plus large à la population. À l'étranger, les ressortissants congolais pourront se rendre dans les ambassades de la RDC pour effectuer leur enrôlement.
Quant au délai moyen pour obtenir le passeport biométrique, le cabinet du ministère des Affaires étrangères précise que cela varie selon le lieu de la demande. Pour le demandeur de Kinshasa, il faudra 10 jours ouvrables, 15 jours pour ceux résidant dans le province et 20 jours pour le Congolais vivant à l'étranger via les ambassades. Tout à fait autre chose dans ce journal, accompagné de quelques députés nationaux, membres de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le rapporteur Jacques Njoli a échangé mercredi avec une mission d'information de l'Organisation internationale de la francophonie. Au cours de ces échanges, les députés nationaux ont fait part à cette mission la faiblesse de l'OIF et de l'indifférence caractérisée de la secrétaire générale de cette organisation face à l'agression qui subit la RDC depuis plus de 30 ans. Regardez. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Tullier Sengekeli, accompagné de quelques députés nationaux, membres de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, ont échangé ce mercredi 4 juin 2025 avec une mission d'information de l'Organisation internationale de la francophonie, conduite par l'ambassadrice Muriel Berset à Cohen. Déléguée permanente de la Suisse auprès de l'UNESCO, représentante de la Confédération suisse auprès du Conseil permanent de la francophonie. Cette mission est à Kinshasa consécutivement à une résolution prise lors du 19e sommet de la francophonie tenu au mois d'octobre 2024 à Paris, en France. Au cours de ces échanges, les députés nationaux de la RDC, membres de l'APF et à majorité de la Commission Relations extérieures ont fait part à cette mission, notamment de la pusillanimité de l'OIF et de l'indifférence caractérisée de la secrétaire générale de cette organisation face à l'agression qu'est subie la RDC depuis plus de 30 ans et le désastre humanitaire qui s'ensuit. Selon ces députés nationaux, cette attitude hypocrite de l'OIF pose un problème à tout le peuple congolais sur le sens de leur participation à cette organisation. Au sortir de cette rencontre qui s'est déroulée à huis clos, la chef de la délégation, l'ambassadrice Muriel Berset Cohen, a dévoilé à la presse l'objectif de cette mission d'information de l'OIF en RDC. Nous sommes très reconnaissants en tant que délégation des États membres de la francophonie, d'avoir été reçus par les représentants du peuple du Congo à l'Assemblée nationale. C'était un entretien très important pour nous, où nous avons échangé et surtout nous avons écouté ce que les députés, les honorables députés avaient à nous dire sur la situation au Congo, en particulier dans l'Est du Congo. L'objectif est de voir ce que la francophonie peut faire de plus pour démontrer sa solidarité avec le peuple congolais, de demander un engagement plus ferme de la francophonie. Nous comptons sur le Congo au sein de la francophonie. Nous sommes aux côtés du peuple congolais. Denis Mukwege exhorte les autorités congolaises à saisir l'occasion historique de la réélection au Conseil de sécurité de l'ONU pour concrétiser la politique nationale de justice transitionnelle, une étape clé pour restaurer durablement la paix en RDC. Dans une déclaration datée du mercredi 4 juin, relayée sur son compte X, le prix Nobel de la paix Mukwege a exhorté le gouvernement congolais à mettre en œuvre la politique nationale de justice transitionnelle en République démocratique du Congo afin de mettre un terme à l'impunité et de restaurer durablement la paix dans le pays. Le prix Nobel de la paix a précisé que la prise en compte de cette question dans le programme d'action du gouvernement souminois témoigne d'une volonté politique de faire avancer ces dossiers et de répondre aux aspirations de la population. Depuis plusieurs années, Denis Mukwege plaide pour la réparation de préjudices subis par les victimes des atrocités de masse commises depuis des décennies en RDC afin qu'elles aient droit à une justice holistique
Dans cette perspective, le gouvernement souminois a adopté lors de la 44e réunion du Conseil de ministres 4 projets de textes présentés par la ministre des Droits humains Chantal Chambou-Moavita. Ces projets de textes législatifs et réglementaires visent à encadrer la mise en œuvre de la politique nationale de justice transitionnelle en RDC. Élu membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies mardi dernier à New York, la République démocratique du Congo prendra fonction en janvier 2026 dans la perspective de l'exercice de son mandat à 2026-2027 et de la vice-présidence de la 81e session de l'Assemblée générale. La session de l'Assemblée générale, quel rôle jouerait la RDC durant ce mandat à l'ONU? La réponse dans cet élément de Edouard Cham. Le Conseil de sécurité de l'ONU, ayant la responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationale au terme de la charte de l'ONU pour la RDC, ce siège au Conseil s'accompagne d'importantes responsabilités et offre la possibilité pour elle d'exercer une influence sur la scène mondiale. En tant que membre non permanent, la RDC peut faire appel au Conseil pour gérer de crises dans le monde entier. Un des 10 membres non permanents du Conseil individuellement et collectivement. Kinshasa aura la chance de contribuer concrètement aux travaux avec la possibilité d'influencer sur ses décisions. Il revient à savoir que pour être un membre non permanent efficace, il faut saisir les occasions offertes par la procédure du Conseil ainsi que par les méthodes informelles, grâce auxquelles le Conseil effectue la plupart de ses travaux. Notons en plus, le Conseil de sécurité demeure un cadre utile pour faire entendre différents points de vue sur un sujet donné, tout en permettant au Conseil d'interagir davantage et de manière plus transparente avec l'ensemble de la communauté onusienne. Les réunions informelles organisées périodiquement à la demande de membres non permanents sont l'occasion pour ce dernier de faire avancer leurs dossiers prioritaires, malgré le rôle assurément démesuré joué par les 5 membres permanents dans le travaux du Conseil de sécurité de l'ONU. Le membre non permanent participe entièrement quant à eux aux activités du Conseil et peuvent en influencer le résultat. Le pays qui arrive au Conseil bien préparé avec une bonne connaissance de ses méthodes de travail ainsi que de priorités claires et raisonnables peuvent contribuer de manière significative à une variété de questions tout en faisant avancer le dossier de la plus haute importance pour eux. Rappelons à cet effet que la bonne préparation comporte toutefois son lot de défis. Il est extrêmement utile pour la RDC de comprendre l'histoire et le contexte des questions récurrentes pour faire de contributions significatives. Mais même les plus grandes délégations nationales peuvent être dépassées par l'ampleur et la variété de questions examinées par le Conseil, tant que les contours ne sont pas prescrits. Désigné commandant du secteur opérationnel de l'Ituri, le général-major Bruno Mandevou a officiellement pris ses fonctions dans la ville de Bunia. C'était l'occasion de la remise et reprise avec son prédécesseur, le général-major Niembo Abdallah, qui a été affecté à la tête du secteur opérationnel Sokola 1, Grand Nord, au Nord Kivu. Images et commentaires. Le secteur opérationnel de l'armée en Ituri a un nouveau commandant. Il s'agit du général-major Bruno Mandevou qui remplace à titre intérimaire le général-major Niembo Abdallah qui est affecté au Nord Kivu pour exercer la même fonction au secteur opérationnel Sokola 1 et Front Nord. La passation de bâton de commandement entre ces 2 officiers généraux a eu lieu ce vendredi 30 mai à Bunia. C'était en présence de membres de l'état-major secteur opérationnel Ituri, occasion pour le général-major Niembo Abdallah d'appeler ces derniers à accompagner son successeur afin d'arriver à l'état final recherché qui est le rétablissement de la paix en Ituri. Pendant qui est venu, loin de ce que les gens racontent, qu'il est extra, monsieur, qu'il est extra. Vous aurez le temps de les connaître. Comme vous avez travaillé avec moi, avec la même allure, continuez. Soyez avec lui. Soyez toujours prêts avec lui. Et aidez-le à franchir, à aller de l'avant pour que demain qu'il y ait la paix. Ces nouveaux collaborateurs du lieutenant-général Boyanka Chamadjouni promet continuer sur la lancée de son prédécesseur.
Il nous a prodigué les conseils. Moi, je viens d'entrer. Vous saurez si je suis plus méchant ou pas. Et ce que moi j'aime, c'est la discipline militaire. Et nous devons se découvrir petit à petit pour que nous accompagnions nos autorités pour que la paix revienne. Dans sa mission, le général-major Mandevou Brino va traquer les groupes armés hostiles au processus de paix initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les garants de la nation. Un sit-in a été organisé ce jeudi 5 juin 2025 à Kinshasa devant le ministère du Budget par le professeur et docteur à thèse des universités et instituts supérieurs pour exiger le paiement des arriérés de salaire, la paie de la prime institutionnelle, la correction de leur grade et la mécanisation de nouveaux docteurs à thèse. Le reportage signé par Jules Kalombo et Chrétien Ngaïmé, mais rendu ici par Davina Chimanga. Les professeurs et docteurs à thèse de différentes institutions d'enseignement supérieur et universitaire de la ville-province de Kinshasa ont été en sit-in ce jeudi 5 juin 2025 pour réclamer non seulement leur salaire et primes institutionnelles depuis plus de 2 ans, mais aussi la correction des grades et la mécanisation des nouveaux docteurs à thèse. Selon la déclaration lue devant le bureau du ministère du Budget, les professeurs et docteurs à thèse des universités et instituts supérieurs de Kinshasa exigent une solution sans délai. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans et même 4 ans que nous travaillons sans être payés. Nous avons eu de nombreuses promesses de la part des autorités, mais nous n'avons jamais été satisfaits. C'est ainsi que nous sommes ici au ministère du Budget afin qu'une solution soit trouvée sans délai. Si nous ne sommes pas reçus par le ministre du Budget ou de Finances et que nous n'obtenons pas satisfaction, nous, professeurs, nous ferons du ministère du Budget et des Finances notre quartier général. Dans la foulée, l'un des professeurs membres de cette association a souligné qu'il est aberrant les traitements qu'ils subissent. Ce n'est pas normal dans un pays dont les institutions sont en place que des professeurs d'université, au lieu de réfléchir pour le pays, continuent et commencent à réclamer leur salaire. Comment vous pouvez expliquer qu'il y a des professeurs qui ont, jusque-là, depuis qu'ils ont défendu leur thèse, ça fait 5 ans, ça fait 4 ans, 3 ans, ils n'ont jamais été payés comme professeurs. Ce n'est pas normal. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas payés? Pourquoi est-ce qu'ils doivent nous réduire jusqu'à ce niveau? Donc je crois que nous sommes là pour réclamer notre salaire. Persant sur leurs revendications vis-à-vis des décideurs, les professionnels de la CRE, des universités et instituts supérieurs rappellent enfin qu'une reconnaissance particulière pour les nobles services qu'ils rendent à la nation doit traduire une considération et une dignité pour les autorités. Les traitements dont ils font face ne révèlent pas leur rang, ont-ils fait savoir. Une respiration logistique pour une ville asphyxiée dans un contexte où la capitale congolaise roule sous les embouteillages, le klaxon et le chaos routier. La décision du ministère provincial de transport d'assouplir les restrictions pour le poids lourd apparaît comme un souffle d'air frais. Loin d'être anodine, elle témoigne d'une volonté politique de faire de la mobilité un levier de développement. Élément de réponse dans cette réflexion de la rédaction. Le ministre provincial des Transports et de la Mobilité urbaine de Kinshasa a annoncé mardi 3 juin 2025 une série de nouvelles mesures visant à assouplir les restrictions des circulations routières. Objectif, fluidifier les trafics et garantir l'approvisionnement régulier de la capitale. Cet allègement des restrictions imposées aux poids lourds va au-delà d'un simple ajustement logistique. Il s'agit d'une décision stratégique dans une ville confrontée à des embouteillages chroniques et à un besoin croissant de fluidité dans la chaîne d'approvisionnement. En réservant la circulation nocturne aux camions poids lourds et en mettant en place un couloir économique clairement défini en journée, les autorités provinciales cherchent à concilier mobilité urbaine et exigences économiques.
Une solution d'équilibre qui pourrait soulager les grandes artères en période des points tout en facilitant l'acheminement de matériaux de construction et des produits essentiels. Autre atout de cette réforme, l'exclusion ciblée de certains services stratégiques SNEL, Régie des eaux, CEP Congo, du régime des restrictions. Une preuve de flexibilité intelligente dans la gestion des flux urbains. Bien entendu, les défis subsistent, contrôle rigoureux, respect des créneaux horaires et sécurité routière. Mais l'intention est claire, réconcilier développement urbain et dynamisme économique. Dans une capitale à la croissance rapide, cette initiative s'impose comme un pas mesuré mais nécessaire vers une circulation plus fluide et organisée. Cependant, il reste à mesurer l'impact de cette mesure d'assouplissement avec les temps du moment où l'on sait que les Congolais respectent difficilement les décisions prises par l'autorité établie et qu'aussi l'État congolais reste souvent passif quant à l'application de ces sanctions retenues en vue de bien faire marcher les choses. Et puis la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a fait une visite d'inspection dans plusieurs chantiers lancés sur la ville de Kolwezi. Tous ou presque sont déjà à terme. C'est le constat qu'elle a fait personnellement. Faisons le point avec la cellule de communication du gouvernorat. Mercredi 4 juin, il est 8h30. Loin de son bureau climatisé sous un froid hivernal, la gouverneure du Lualaba retrousse les manches et se lance sur une itinérance des visites des chantiers réalisés à travers la ville de Kolwezi et sa périphérie. Première étape, l'aérogare modulaire de Kolwezi, un chantier d'une fierté impressionnante, digne d'un aéroport international. Sur place, le constat est appréciable. Les engins tournent à plein régime pour transformer très rapidement l'image de ce site avec du béton armé d'une épaisseur de 26 cm. Seconde étape de la visite, la cité de la commune, érigée dans la commune de Dilala. C'est un centre de formation professionnelle qui a été construit pour encadrer les jeunes de la province. Il est doté des dortoirs et des salles d'apprentissage. L'autorité provinciale a pris le temps d'apprécier l'ouvrage qui sera bientôt inauguré par le chef de l'État. Troisième étape, l'Institut supérieur pédagogique de Kolwezi. Pour une première dans l'histoire du Lualaba, cette institution universitaire a ses propres infrastructures, composées de 6 auditoires et un amphithéâtre. L'ISP Kolwezi accueillera plus ou moins 700 étudiants à qui Marie-Thérèse Masuka Saini offre des meilleures conditions d'études concurrentielles à celles des autres universités du pays. Grâce à cette réalisation, finit les cours ambulatoires pour une institution respectable comme l'ISP. Le nouveau bâtiment administratif du secrétariat exécutif de la CENI est déjà prêt à accueillir ses locataires. La gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini s'y est rendue pour palper du doigt la qualité des travaux exécutés par l'entrepreneur. Ici, tout a été fait dans les normes avec tous les détails exigés. Du bureau du secrétaire exécutif, en passant par les autres locaux déjà équipés jusqu'à l'entrée du matériel électoral, le travail est admirable à sa juste valeur. L'aboutissement de ce projet s'inscrit dans le cadre de mettre les agents de la centrale électorale au Lualaba dans les conditions pouvant permettre de bien mener les opérations électorales. La direction des recettes non fiscales du Lualaba et la direction des impôts ne seront plus locataires. Ces deux régies financières ont désormais un cadre propre à elles. Un bâtiment de 4 niveaux construit dans le cadre d'assainir l'environnement de travail. Marie-Thérèse Masuka Saini y est passée pour un constat et s'en sort satisfaite. La dernière étape de cette ronde est la clinique moderne du Lualaba, située dans l'enceinte de l'hôpital général de référence Mwangeji. La chef de l'exécutif provincial du Lualaba s'est imprégnée de ce qui a été réalisé jusque-là. Cette structure sanitaire est déjà équipée de lits de malades et d'autres matériels. Et l'actualité sportive à présent, les Léopards de la RDC affrontent les Aigles du Mali à Orléans. C'est jeudi 20h, heure de Kinshasa, dans un match amical aux allures de répétition générale avant le grandes échéances. Regardez l'avant-papier avant le score final. À quelques mois des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et de la CAN 2025, les Léopards de la RDC croisent les Aigles du Mali ce jeudi 5 juin à Orléans en France. Cette rencontre amicale revêt une grande importance pour le sélectionneur Sébastien Desarbres qui veut peaufiner les automatismes et tester de nouvelles options tactiques. Desarbres a insisté sur l'urgence de construire un collectif solide, misant sur un équilibre entre anciens cadres et jeunes talents prometteurs.
Parmi les nouvelles têtes, plusieurs joueurs évoluant en Europe feront leurs preuves dans un instant, cela dans un contexte de haute intensité. Ce match qui se joue actuellement permet également au staff technique d'évaluer le niveau de forme des internationaux à l'approche de rendez-vous cruciaux. L'objectif est clair, bâtir une équipe disciplinée, compétitive et cohérente, capable de rivaliser avec les grandes nations africaines. La nation retient son souffle, espérons voir ses léopards rougir à nouveau sur la scène continentale lors de ces compétitions en cours. Et avant de continuer, prenons ce communiqué officiel. La Direction générale de recettes de Kinshasa, de Jarkan en sigle, rappelle aux contribuables, personnes physiques et morales assujetties à la retenue sur loyer que l'échéance pour s'acquitter de leurs obligations fiscales mensuelles du mois de mai est fixée au plus tard, mardi 10 juin 2025, pour le contribuable, personne morale, personne physique relevant de la direction des impôts de l'UM et personnes physiques relevant de direction de recettes de Gombe de GRG, Limité 2RL, Ngaliema Nord 2RNN, Kinshasa 2RK et Barumbu 2RB doivent souscrire leur déclaration en ligne via le portail https://e-dejarka.com. Le non-respect de cette échéance entraîne l'application deux amendes prévues par les dispositions légales et réglementaires en la matière. Notez bien, celui qui paye mal paye double. Fait à Kinshasa le 4 juin 2025, Bitalo Monko Bonkoy est dit directeur général. Et l'actualité au-delà de nos frontières, le président américain Donald Trump ressuscite la politique d'interdiction de voyager de son premier mandat en signant mercredi soir une proclamation qui empêche les personnes originaires d'une douzaine de pays d'entrer aux États-Unis. Les pays concernés sont l'Afghanistan, la Birmanie, le Tchad, la République du Congo, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, Haïti, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen. En plus de cette interdiction qui prendra effet lundi prochain, à minuit, de restrictions renforcées seront imposées aux visiteurs en provenance du Burundi, de Cuba, de la Sierra Leone, du Togo, du Turkménistan et du Venezuela. Je dois agir pour protéger la sécurité nationale et l'intérêt national des États-Unis et de son peuple, a insisté Trump dans sa proclamation. Cette liste résulte d'un décret pris par le président américain le jour de son investiture le 20 janvier, demandant au département d'État et de la sécurité intérieure ainsi qu'au directeur du renseignement national de rédiger un rapport sur les attitudes hostiles à l'égard des États-Unis et sur la question de savoir si l'entrée de certains pays représente un risque pour la sécurité nationale. Au cours de son premier mandat, Donald Trump a pris un décret en janvier 2017 interdisant aux ressortissants de 7 pays majoritairement musulmans, l'Irak, la Syrie, l'Iran, le Soudan, la Libye, la Somalie et le Yémen de se rendre aux États-Unis. Et après l'interdiction de ressortissants de 12 États aux États-Unis par le président Donald Trump, parmi lesquels 7 pays africains sont concernés 24 heures après cette décision, le Tchad a répliqué à Trump et a suspendu à son tour le visa pour le citoyen américain. Le président américain sur la pelouse sud de la Maison-Blanche à Washington, D.C., aux États-Unis, a motivé cette décision qui vise à protéger les États-Unis des terroristes étrangers. Ce sont ces mots. Donald Trump a justifié sa décision par l'attaque terroriste menée dimanche à Boulder, dans le Colorado, par un ressortissant égyptien. Mais l'Égypte n'apparaît pas sur la liste de pays visés.
Le décret publié ce mercredi et qui entrera en vigueur le 9 juin prochain détaille ce qui est reproché à chaque pays pour les 10 pays du continent dont l'entrée sur le territoire américain est suspendue de manière totale ou partielle. Une même raison est avancée par l'administration américaine. Le ressortissant de chacun de ces États dépasserait le délai prévu de leur séjour aux États-Unis. Et voilà qui met fin à cette édition d'information coordonnée par Grady Ponchi, réalisée par Gédéon Chitumbi et Prince Ngoy. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Bosolo TV, la première chaîne au cœur des investigations en RDC. Au revoir.